Notre voyage commence dans la Nièvre, à 200 km au sud de Paris, au cœur des vignobles des bords de Loire. C'est l'une des régions traversées par la plus célèbre de nos routes, la Nationale 7. Prendre la Nationale 7 en voiture des années 60, c'est vraiment se replonger dans l'âge d'or de la route, à l'époque où justement c'était vraiment l'axe majeur pour traverser le pays. À chaque voyage, on découvre quelque chose de nouveau ou quelque chose qu'on avait oublié. Ça, je le remarque tout le temps. Et il n'y a jamais de lassitude à prendre la Nationale 7. Thierry et Sophie Dubois en sont des amoureux inconditionnels. Ils s'offrent régulièrement des escapades en 404 cabriolet. Ces années, je ne sais pas si elles l'étaient vraiment pour nos parents, mais pour nous, elles nous paraissent des belles années, des années très constructives, très gaies. On imagine qu'à cette époque, tout était permis, on rêvait. C'était la reconstruction, il y avait beaucoup de choses nouvelles, mais il y avait justement des belles voitures. Même les vêtements étaient plaisants, étaient très colorés, très gais. Depuis ce matin, par la Nationale 7, des milliers de vacanciers arrivent dans le Midi. Après les privations de la guerre, la France découvre les joies des départs en vacances. En 1956, les congés payés passent à 3 semaines et la voiture se démocratise. Chaque été, de plus en plus de familles prennent le chemin du Midi dans des berlines populaires. L'autoroute n'existe pas encore. La Nationale 7 connaît alors ses heures de gloire. On la surnomme la route du soleil. Une route qui rime avec les bains de mer, la plage et le farniente. Partie de Paris, la Nationale 7 traverse d'abord Fontainebleau. Elle passe devant son célèbre château, puis elle file à travers la forêt. Avant d'arriver sur les bords de la Loire, à l'entrée de la Bourgogne. C'est là qu'elle croise le spectaculaire pont de Briare, construit à la fin du 19e siècle pour permettre au canal d'enjamber le fleuve. Elle pique alors droit vers le sud, direction Moulins et Roanne, dans le Massif central. Puis la Nationale 7 descend le long de la vallée du Rhône. Au kilomètre 670, c'est la ville d'Orange et son théâtre antique. Un peu plus loin, Avignon et son célèbre palais des papes. Enfin, c'est la Grande Bleue, la mer Méditerranée, les rivages de la Côte d'Azur, le but de la route des vacances. Prendre la Nationale 7, c'est prendre son temps. D'ailleurs, on a du mal à imaginer la Nationale 7 sans soleil. Puis il y a un sentiment de liberté, on est seul sur la route, il n'y a pas de contraintes. On s'arrête quand on veut, où on veut. Quand on voit effectivement tous les gens qui se précipitent sur l'autoroute, le contraste est saisissant. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut découvrir, dès qu'on prend un peu son temps. Puis là, on le fait à une saison qui est particulièrement jolie. Regarde tous les champs là, avec les ballots de paille. On se sent tout de suite en vacances quand on la prend. Le trajet n'est pas qu'un trajet, ce sont déjà des vacances. Mais suivre le tracé historique de la Nationale 7 n'est pas toujours facile.
Aujourd'hui, doublée par l'autoroute, grignotée par les déviations, la Nationale 7 a parfois disparu, ou presque. Par endroits, elle a même été déclassée, abandonnant son mythique numéro 7. En véritables passionnés, Thierry et Sophie connaissent tous les détours qu'il faut emprunter pour suivre l'ancienne route. C'est vrai que c'est parfois un jeu de piste parce qu'il y a des portions qui ont disparu. Et donc on est obligé de faire un petit gymkhana pour la retrouver, ou du moins pour suivre ses traces. Je trouve ça tellement dommage de passer à côté, de filer vers le sud et puis de ne pas suivre la route et puis de découvrir justement tous ces paysages. On pourrait dire le premier conseil à donner, c'est de ne rien prévoir, quoi. C'est de se laisser guider, de se laisser aller et d'en profiter au maximum. Ici, la Nationale 7 borde le Berry, offrant une vue superbe sur le village de Sancerre et ses célèbres vignobles. Regarde les premiers platanes. Premier alignement de platanes depuis Paris. La vraie Nationale 7. C'est toujours aussi agréable de rouler dessous quand il fait un beau soleil, avoir juste la petite fraîcheur qu'il faut en cabriolet, c'est parfait. Hein. C'est-à-dire que les platanes, ils ont vraiment été posés pour ça, quoi, pour procurer de la fraîcheur aux équipages. À l'entrée de Mèves-sur-Loire, cette spectaculaire allée de platanes est un des paysages mythiques de la Nationale 7. C'est aussi un vestige de son glorieux passé, car la Nationale 7 est l'une des plus anciennes routes de France. Créée par les Romains pour rejoindre Lutèce, elle devient ensuite une route royale. Au XVIe siècle, le roi Henri II ordonne de planter des arbres tout au long des routes du royaume. Napoléon Bonaparte poursuit cette œuvre pour offrir de l'ombre à ses troupes en campagne. Ici, on met ses pas sur ceux des rois de France. Ils sont tous passés par ici. On arrive à la Charité-sur-Loire. Alors, c'était une étape sur la route de Compostelle. Le vieux pont qui arrive de la route de Bourges, c'est un carrefour important. Il y avait tout un ensemble monastique dont l'église Sainte-Croix est la partie la plus visible. La Nationale 7 traverse à peu près 150 villages, tous différents et tous chargés d'histoire. J'ai coutume de dire qu'il y a 2000 ans d'histoire et 30 ans de légende. Nous arrivons à Lyon pour rencontrer d'autres passionnés des 30 Glorieuses. La ville a toujours été un carrefour commercial important sur la Nationale 7. Depuis quelques années, c'est aussi le rendez-vous incontournable des amoureux du vintage. Le chariot. Lydia Pénélon et son amie Caterina adorent la mode des années 50. Non, Oui, t'as pas... c'est bien, on est sur le côté, c'est pas mal. Bon, ça va. Ok. Allez. Lydia en a même fait son métier. Aujourd'hui, elle vient présenter ses créations au marché vintage de Lyon. L'événement a lieu 2 fois par an. Créé en 2001, il regroupe maintenant plus de 400 exposants qui viennent vendre mode, accessoires et meubles des années 50, 60 jusqu'aux années 80. Là, c'est construit là. C'est bon? Voilà. C'est bon. Donc l'étape d'abord. Lydia Pénélon vient vendre ici ses modèles depuis 3 ans. Ça, c'est
c'est John. Maintenant, on va les habiller. Alors, donc ça là. La première fois, j'étais la seule, sans prétention, hein, j'étais vraiment la seule à faire du 50. Il y avait même des gens qui ne comprenaient pas ce que je faisais en fait. Et là maintenant, j'en vois un peu dans tous les coins. Des gens que je connais en plus, hein, il y en a certains. Donc, mais bon, après, tout le monde s'inspire de tout le monde, il n'y a pas de problème, hein, pas de souci. Hein. Les années 50, pour Lydia, c'est une très longue histoire. J'ai toujours été sensible au rétro. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à me faire des vêtements pour moi-même. Hein, et je suis venue vraiment à la couture par ma passion. C'est bon? Ouais. Allez. 8h03. Allez hop. Ouais. Le marché de Lyon est l'un des événements vintage les plus courus de France. Il attire chaque année des milliers de visiteurs. Un objet vintage, c'est un objet qui a au moins 20 ans et qui est surtout représentatif du style d'une époque ou d'un moment dans l'histoire de la France de l'après-guerre. C'est toute la nostalgie des 30 Glorieuses qui s'expose ici. Les tissus, ce sont des tissus actuels. D'accord. Le Vichy, on en trouve tout le temps, exactement. Donc du coup voilà. Et puis les patrons, c'est un vrai modèle d'époque. Ah d'accord, c'est amusant. Là, c'est du début 50 en fait, avec la petite brassière. Pénélope Blancard est une experte en mode vintage. C'est une habituée du marché de Lyon. Elle y cherche des pièces originales. Je pense qu'il est très emblématique des années 50 par sa légèreté, son ampleur, sa fraîcheur. Il incarne tout à fait la société de loisirs de l'époque. N'oublions pas qu'on sort de la guerre et que finalement les femmes ont retrouvé leur féminité. Et puis le Vichy, ça nous fait tout à fait penser à Brigitte Bardot et à ses petits pantalons à Saint-Tropez, etc. Les pois. Ah ouais, les pois. Alors ça, pareil, c'est un bain de soleil avec short. Il y a plein de vêtements que je porterai ici, plein. Celle-ci, je trouve ça très facile avec une paire de ballerines pour aller travailler. On est à l'aise. Et voilà, c'est féminin, c'est élégant, c'est frais. Ça me conviendrait tout à fait. Alors j'ai des aficionados qui s'habillent comme ça tout le temps, tous les jours, depuis très longtemps. Et j'ai toute une population maintenant de jeunes filles même, hein, qui commencent vraiment à aimer ce côté rétro, ce côté retour à la féminité et au côté pimpant et classieux. Au tout début des années 50, la mode se démocratise. Pierre Cardin organise le premier défilé de prêt-à-porter en 1949, bientôt suivi par tous les couturiers. L'apparition de nouveaux tissus permet de produire des vêtements à grande échelle. Le style glamour des pin-up envahit les rues. Dans les années 60, un vent de liberté souffle sur les garde-robes. C'est la libération de la femme. La jeunesse issue du baby-boom a pris le pouvoir et les filles ne veulent plus s'habiller comme leur mère. Les silhouettes sont moins marquées, les formes plus géométriques. Françoise Hardy, elle, s'est décidée allègrement pour la jupe courte. À l'image de l'idole yéyé de l'époque, les jeunes filles adoptent la mini-jupe. La mode des années 60 traduit une envie de progrès et de révolution. Elle est extrêmement inventive. Elle a durablement marqué les esprits, au point d'être encore une référence aujourd'hui. Ça, j'adore. Très, très drôle. Un polo bloomer. Fallait-il y penser, hein. Donc, je pense que ce qu'elle portait sur la plage, peut-être pour aller déjeuner, en éponge, très emblématique des années 60, cette matière. Je pense que la plupart des gens qui viennent au marché du vintage viennent avant tout chercher des pièces uniques, peut-être pour contrecarrer le phénomène d'uniformisation des grandes marques mondiales. En France, on a un gros patrimoine vestimentaire. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Aude ? Aubéry Etienne et sa famille sont des fidèles du marché vintage. Ces collectionneurs de voitures anciennes participent chaque année à un rallye et recherchent des tenues pour cet événement.
c'est pour aller avec les véhicules anciens, pour rouler, et ce sont des vêtements dans lesquels je dois me sentir bien et qui vont nous permettre de vivre la voiture, l'automobile ancienne différemment. Il y a deux façons de le voir, soit on vient avec une casquette moderne, un t-shirt, c'est pas mon objectif, mais c'est plutôt pour moi trouver des vêtements qui nous permettront de rouler avec ces voitures, et quand on fait des photos ou quand on regarde les autres personnes qui sont avec nous, être habillés comme on l'était à l'époque avec les véhicules de cette époque. Sympa ces boîtes. Oui, c'est très joli. C'est années 50, elles sont d'origine. Voilà. D'origine, vous les avez trouvées où? Alors je vous explique, en fait moi je suis antiquaire et j'ai vidé une maison et les gens m'ont expliqué qu'ils avaient aussi un stock de vêtements. C'était encore emballé, j'ai enlevé les plastiques. Ça n'avait pas bougé depuis 1969, c'était dans 2 pièces à l'étage d'une maison. Alors j'ai du vêtement homme, femme, enfant, particulièrement des chemises d'hommes. Voilà, donc vous avez toutes les chemises qui sont là. D'accord. Vous voyez, c'est très années 50, 60. Les tailles sont Voilà. marquées dessus, ouais. Oui. Les matières aussi qui sont un peu particulières. Vous voyez. Là, vous avez de la popeline d'Égypte, c'est des choses qu'on ne trouve plus maintenant, sauf dans le luxe. Maintenant, ça se refait, mais à l'époque, Mais c'était pas un peu dans plus le- courant. C'est quand même des choses de belle qualité. C'est vraiment des tissus qui sont épais, qui sont résistants. Et en plus, ce qui est surtout, c'est la couture qui est différente. Il n'y a pas de fil qui pendouille, il n'y a pas de choses qui s'arrachent. On peut tirer des épingles anciennes qui sont là depuis 1969. Ça n'arrache pas le tissu. Tous les vêtements sont neufs et de belle qualité. Oui. Et c'est un des rares stands où on trouve du stock d'époque. Impeccable. Vous l'enlevez ou pas? Je sais pas, je peux vous m'arracher la main. Mais non. Ah bon? Je vais vous emballer la chemise quand même. Ah bah volontiers, je veux bien garder la boîte avec. Mais il y a celle avec. La boîte est Et avec. Popline d'Égypte. Et Popine d'Égypte. Tout C'est est garanti avec. combien de temps? Ah bah écoutez, c'est garanti depuis 69, alors après, Ah vous bah ça verrez. va. Coucou. Salut Sophie. Ça va? Pascal retrouve Sophie Dubois, la femme de Thierry. Ensemble, elles cherchent leur robe pour le rallye. Bon, bah, je vois que... Regarde, tu prépares les tenues pour l'été. Ben oui, mais si tu veux, j'ai flashé là-dessus. Ah oui, Alors, c'est celui-là. pas années 50, mais c'est excellent. C'est super ça. Juste pantalon et tout. C'était... Chouette, hein. Regarde, c'est ma taille. Ça, c'est super ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette robe? Ben, la couleur, Et déjà, la c'est forme. pas une robe. Ça évolue beaucoup là. C'est pantalon. On a le mouvement et puis la gaieté, la couleur. C'est vrai que les années 60, c'est plus strict, mais bon. Ça te plaît pas, ça? C'est vrai. Années 60, les années, il faut rester dans le cadre, c'est super sérieux. Sinon, on est exclu du groupe. Il faut que ça reste quand même assez en harmonie et j'allais dire on essaie d'être avant 1965. Voilà, donc là après on commence à se décaler un petit peu, à mes yeux, mais après... bon. Au marché vintage, on peut aussi se faire coiffer comme autrefois. Les filles de Pascal ont envie d'essayer. Bien sûr. C'est à vous. Vous avez fini? J'ai terminé. Allons-y. Bah oui, Je connais pas trop les coiffures, donc... Tu connais pas trop, tu veux te laisser guider. Je vais vous laisser regarder un petit peu. J'ai quelques photos qui sont... Ça, c'est plus 50. C'est plus 50. D'accord. On peut faire la queue très haute, tout rouler de l'intérieur. Tu peux faire ça? Bah oui, je veux bien. Allez. C'est la mèche. Bien avant c'est pas si simple, hein, c'est un vrai métier. Hein. Avec le poignet, vous la faites redescendre, vous la faites tourner comme ça. Voilà. Formidable. Vous voyez, vraiment bien. Vous allez pouvoir vous y mettre. C'est plus la mienne, hein. Ou alors j'ai 120 ans, je sais pas. Non, non, mais ça la change, c'est sympa. Waouh! Bah là, elle fait presque 20 ans, quoi. Pendant ce temps-là, Thierry Dubois a un rendez-vous important à Lyon. La visite d'un des temples élevés à la gloire de l'automobile. Ce garage construit par André Citroën avant-guerre.
Et voilà, il a... Thierry retrouve Paul Smith, un historien du patrimoine industriel qui a contribué au classement du bâtiment à l'inventaire des monuments historiques. Comme on a bien... Voilà, Thierry, hein, la plus grande station-service du monde. Toute la vitrine immense, là, sur toute la C'est immense, façade. 300 mètres carrés de verre pour bien voir les automobiles, surtout la nuit, je pense. Entre les deux guerres, ce garage station-service est révolutionnaire. Le bâtiment est conçu pour impressionner. 40 000 mètres carrés d'acier et de béton en plein cœur de la ville. Derrière cette immense verrière, André Citroën imagine un dispositif très original pour mettre en valeur ses voitures. Il les installe derrière des rambardes signées Jean Prouvé. L'impression que ça donne, ce sont des voitures qui sont au parterre ou dans les loges ou les balcons d'un théâtre, qui regardent la scène. Et c'est quoi la scène? C'est la rue, c'est le public, c'est les passants. Surtout qu'on imagine dans les années 30 l'impact que ça devait avoir au milieu de Lyon, une cathédrale comme ça dédiée à l'automobile. Absolument, une cathédrale ou peut-être même une forteresse. Pour permettre la circulation des voitures entre les étages, l'architecte invente un système de rampes impressionnantes. Tout en bas, ça part du rez-de-chaussée et ça monte tout en haut du bâtiment jusqu'à son 6e niveau. Hein. C'est donc 2 rampes qui sont superposées, qui courent tout le long de la façade sur la rue Bechevelin et qui permettent une circulation à sens unique dans l'ensemble du bâtiment. Hein. Cette rampe permet d'accéder au 2e étage. À l'époque, c'était l'étage consacré aux ateliers de carrosserie, d'entretien de carrosserie. Ce qui est impressionnant, c'est quand même l'immensité du plateau. Absolument. Je crois qu'il y avait de la place pour 150 voitures en réparation. Au dernier étage, André Citroën choisit de faire une immense charpente en bois pour le toit de son garage. L'idée, c'est que dans les revues d'architecture de l'époque, ce qu'on raconte, c'est que Citroën envisageait peut-être de faire une surélévation du bâtiment, voire d'installer sur ce niveau-là une piste autodrome, comme la célèbre piste sur l'usine Fiat de Lingotto, ou peut-être des équipements sportifs, hein, des cours de tennis. On a parlé des cours de tennis. Donc l'idée, c'est que cette charpente est relativement facile à démonter. Trois mois plus tard, Thierry et son groupe d'amis se retrouvent à Saulieu, une ville de Côte d'Or, à 200 km au nord de Lyon. C'est le jour du départ du rallye en voitures anciennes. Ils sont une cinquantaine qui se préparent à passer une semaine sur la route, comme en 1965. Alors ici, on a par exemple une Peugeot 404, qui était quand même la berline routière par excellence, et son alter ego chez Citroën, la DS. Ici, une Renault Colorale, qu'on peut considérer comme l'ancêtre des monospaces, puisque le but, c'était de faire une voiture à 6 places qui puisse emmener beaucoup de monde. Derrière, un cabriolet, une traction qu'on aperçoit, qui était quand même encore présente dans les années 60. Alors, il est évident qu'on ne peut pas concevoir la route des années 60 sans avoir des 2 chevaux, hein, ça, parce qu'elles étaient omniprésentes. Une M6 Citroën qui a un design vraiment particulier, bon, qui est assez amusant. Et il y avait l'équivalent chez Ford, puisqu'il y avait Petit Anglia, une voiture qui a été popularisée par les films d'Harry Potter, à côté d'une 4 chevaux Renault, qui est aussi un grand standard sur la route. Après la guerre, l'industrie automobile devient le fer de lance de l'économie des 30 Glorieuses. La production à la chaîne permet de baisser les prix. Les constructeurs rivalisent pour sortir des modèles populaires que les tout nouveaux crédits à la consommation permettent d'acheter. En 1947, c'est Renault qui l'emporte avec sa 4 chevaux. Au salon de l'automobile, elle fait un tabac. C'est alors la voiture la plus vendue en France. 2 ans plus tard,
Citroën riposte avec la 2 chevaux. Son succès est phénoménal. En 1956, c'est une autre star qui fait sensation. Enfin, le clou du salon est sans contredit la DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. La DS devient la vitrine de l'industrie automobile française. Aubéry et Pascal Etienne sont sur le départ. J'ai la Sainte Vierge, j'ai Saint-Christophe, on ne peut pas tomber en panne. Moi j'ai Notre-Dame de la Route et j'ai fait bénir le moteur, on est bon là. On oublie le monde moderne. On se sent encore plus en adéquation avec les véhicules, avec la façon dont on a envie de vivre les vacances. On pourrait être habillé différemment, mais ça apporte un supplément. On se prend facilement au jeu. Entre les sacs, les accessoires, les petits foulards dans les cheveux. Voilà, c'est sympa. Le matin, il y a la corvée du chargement. Ouais. La remorque est d'époque, et effectivement, elle va très bien avec la voiture, et surtout, elle permet d'emporter toutes les valises de ces dames, parce qu'on n'y arriverait pas sinon. Donc, ces dames. Et c'est monsieur. Certes, c'est un accessoire, mais c'est aussi par obligation. La famille Etienne va voyager en Peugeot 403, un grand classique de la route des années 60. En route. Thierry, lui, a choisi une DS. En tout, ce sont 20 voitures qui prennent la route, pour un long voyage de près de 700 km jusqu'à Menton. Cette année, le rallye commence sur une autre route célèbre des vacances, la Nationale 6. C'est la petite sœur de la Nationale 7. Commune au départ de Paris, les 2 routes se séparent à Fontainebleau. La chanson de Charles Trenet a popularisé la 7. Du coup, on a plus gardé le souvenir de la Nationale 7, alors que 3 fois plus de gens prenaient la Nationale 6, qui passe donc par Auxerre, Chalon-sur-Saône, pour aller à Lyon. Après, tout le monde prenait la 7 dans la vallée du Rhône. Moi, j'aime bien cette partie de la Nationale 6 parce qu'on traverse des paysages superbes. La Bourgogne, c'est magnifique, des jolis villages. Ici, c'était en plus la partie la plus sauvage du parcours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé Saulieu, il y avait beaucoup moins de monde, il y avait beaucoup moins de garages. Et l'hiver et la nuit, on était vraiment tout seul. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une DS qui était quand même à l'époque la reine de la route et qui permet de doubler facilement. Depuis la construction de l'autoroute, il y a 40 ans, la Nationale 6 est désertée par les automobilistes. Thierry conduit ses amis jusqu'à l'un des derniers témoignages de cette époque. Le garage de Bel-Air, qui vient d'être restauré. On repeint tout. Oui, c'est bien, hein ouais. Le bâtiment est chouette. Bel-Air, pour tous ces nostalgiques des années 60, c'est un endroit mythique. À mi-chemin entre Paris et Lyon, il était ouvert 24 heures sur 24. Les vacanciers s'arrêtaient ici pour faire le plein et manger un morceau. Aujourd'hui, le garage est toujours en activité. Ce sont les communes de la région qui ont subventionné sa restauration. C'est vraiment sympathique parce que ça prouve que les communautés locales prennent conscience de l'aspect patrimonial de la Nationale 6 et de ses reliques, où plutôt que d'avoir un vieux garage qui tombe en ruine, on lui donne un coup de propre. Et puis c'est vrai que vous voyez, tout le monde est quand même surpris de voir le garage tel qu'il était dans les années 60.
Voilà, là, on va descendre, on va passer sur l'ancienne côte de la Rochepot, devant le château. Vous remontez, vous prenez c'est la D33 à l'ancienne Nationale 6 et à Saint-Aubin, à droite vers Nolay. Question, c'est bon? C'est bon. Ben, on va pouvoir y aller. Allez. Heureusement que je peux pas monter extérieur. Quelques kilomètres plus loin, le convoi attaque la côte de la Rochepot. À l'époque, c'était un passage important pour les automobilistes qui choisissaient la Nationale 6 pour descendre à Lyon. Aujourd'hui, c'est assez amusant d'y passer parce que c'est quand même ici que passait tout le trafic Paris-Lyon jusqu'en 1955. Et c'était devenu le point noir de la Nationale 6 à franchir parce que autant les voitures aujourd'hui sont assez puissantes, autant à l'époque c'était très difficile. Alors la difficulté de cette côte a fait qu'on a fait une grande déviation de 7 km pour l'éviter et malheureusement on n'a plus cette perspective magnifique avec le château en arrière-plan. L'endroit doit son nom au château de la Rochepot. Construit au XIIIe siècle, il a été entièrement restauré au XIXe. Ses toits en tuiles vernissées rappellent ceux des hospices de Beaune tout proches. C'est ici que le convoi quitte la Nationale 6 pour prendre les petites départementales. Alors, tout droit vers le Creusot. Ah bah c'est bon. D1. À bord de leur 403, Pascal et Aubéry suivent attentivement la feuille de route, car prendre ces itinéraires, c'est partir un peu à l'aventure. On souhaite aussi complètement se passer d'un GPS. Alors effectivement, de temps en temps, on se perd un peu, ce qui permet de découvrir aussi parfois des endroits assez inattendus. Là, on est tout à fait sur une route typique, petite, étroite, avec des arbres, des croisements. Oui, c'est ça la France. Tiens, il y a une borne là. Ouais, super. Bon. Tiens, on va s'arrêter pour regarder là-bas. Borne Michelin, le Creusot. Ça permet de faire une photo, ça. C'est rare, ça. Ouais. Ces bornes en lave émaillée ont été inventées par Michelin en 1918. Véritable pionnière de la signalisation routière, l'entreprise les a fabriquées jusqu'au début des années 70. Ça, c'est rarissime. C'est rarissime d'en voir encore une sur le bord de la route. Certaines ont été préservées, on en trouve dans des musées ou chez des collectionneurs. Mais sur le bord de la route, ouais, c'est la découverte. C'est comme un champignon à l'automne. Voilà, on est content de le trouver. C'est génial. Quelle métaphore! C'est sympa quand on traverse plusieurs régions aussi. On voit l'architecture des maisons, on voit l'évolution. Enfin voilà, au niveau architecture, matériaux. C'est aussi à nous d'aller trouver les choses qui nous font plaisir en allant trouver une place de village, une église. Le rallye rejoint la Nationale 7 dans l'Allier pour continuer vers le sud. Sur la route, d'autres passionnés ont un rendez-vous vintage important. Cela se passe dans la Drôme, à Tain-l'Hermitage. C'est la réunion annuelle des adeptes du rétro-camping. Thierry et Aubéry leur rendent visite. C'est un camping à l'ancienne. Les gens qui viennent refaire du camping comme dans les années 60 un peu, et c'est vraiment amusant. Il y a vraiment une demande et puis un retour aux sources.
Sympa. Hein. Et puis alors, le but, c'est que tous les gens viennent avec des équipages d'époque, avec le matériel d'époque. Tout ce qui est moderne est banni, quoi. Quand on voit toutes ces caravanes, toutes ces voitures, les parasols, les sièges, ouais, je pense que ça va être vraiment très très bien. Il n'y a pas que la caravane, quoi. Il y a tout, il y a l'ambiance, il y a les habits, c'est génial. C'est vraiment un saut dans le temps, quoi. Et alors ça, c'est vraiment très National 7. Une centaine de passionnés a installé tentes et caravanes pour le week-end dans le camping municipal. Ils font tous ou presque partie d'associations qui cherchent à sauvegarder et à faire revivre le matériel de camping ancien. Ça va? Bon appétit. Oh non, elle a des soucis, la 4 chevaux? Ah non. C'est bon. Une ACC de Clermont-Ferrand. C'est vraiment au cœur que vous avez dit ça. Hein. Ah oui, oui. Ça fait partie des petites Rolls dans les caravanes françaises. Ça, une ACC en inox, là, c'est fabriqué à Clermont-Ferrand. Et il fabriquait aussi des wagons de chemin de fer. Pour dire que c'était du costaud. Le grand plaisir de ces collectionneurs, c'est d'exposer leurs dernières trouvailles. Salut Aubéry. Ouais. Alors, elle est de quelle année, celle-là? Elle est de 72. C'est une Vava. Une Vava, une caravane belge fabriquée à Bruxelles. Très peu d'exemplaires en France. C'est la 400, c'est à 4 mètres de long. Tu nous fais visiter? Bien, je vais vous faire visiter. Avec la petite cuisine d'été, tu vois. Bien dans le look. Rentrez. Même les casseroles sont assorties. Ah bah, il faut, hein. Regardez ça. Allez-y. Ouais, dis donc. Un petit bijou. Tu as des beaux fanions en plus. Ah oui. Ouais. Alors les petits fanions, c'est traditionnel dans le camping. Comme les campeurs, c'est comme une grande famille, toutes les destinations et tout sont matérialisées par ces petits fanions. Et évidemment, plus il y a de fanions, plus le campeur est un vrai voyageur, quoi. Et puis des autocollants aussi, hein. Souvent les autocollants sur la lunette arrière, partout où on va, on achète l'autocollant. Et donc plus il y en a, plus on est des baroudeurs. Le napperon à mamie qui va super bien, qui a failli passer à la poubelle, mais sacrilège. Il est mieux ici. Hein. Ah bah oui. Un de mes joyaux, c'est la guitare, parce qu'une caravane sans guitare, ça va pas. Hein. Donc une jolie guitare en formica, tu vois, vraiment purement années 60, qui fonctionne. Hein. Une horloge. Voilà. Plus c'est kitsch, mieux c'est, oui. Ah, oui. Oui. Il y a quand même beaucoup de second degré hein, dans le rétro-camping. Justement, il faut surtout pas se prendre au sérieux, c'est un grand jeu. Bien sûr. Le rêve de gosse, la bouée Fina, avec le petit ballon où il fallait un petit peu moins de points, mais pas très courant ce petit ballon Fina. Le rêve de tous les mômes, c'est les objets Fina qu'on avait à la station-service. Et donc le summum, c'était le bateau avec son moteur. Et là, il fallait quand même avoir beaucoup de tickets d'essence, donc beaucoup consommer pour en avoir. Hein. Voilà. Monsieur, vous venez d'arriver. Vous venez d'où? De Belgique. Dites-moi, vous aimez le camping? Oui, beaucoup. Et pourquoi? Parce que nous avons du calme, nous avons notre tranquillité avec la famille, c'est plus agréable. Pour moi, monsieur qui suis fille du Nord, c'est quelque chose de merveilleux. Le paysage est totalement différent. Au lieu d'avoir ces dunes, cette mer grise, ce vent et la pluie souvent, ici on a un ciel bleu, la mer toute calme. Alors bravo pour la Bretagne. Ah, bravo pour la Bretagne, il fait très beau. Quand il n'y a pas un petit crachin. C'est rare. C'est rare, heureusement. D'où est venu cet amour de la vie au grand air? Ne cherchez pas. Dans les années 60, les vacances au grand air deviennent un phénomène de masse. Les campeurs sont désormais propriétaires d'une voiture. On part en famille, alors on s'équipe. Les tentes s'agrandissent, on recherche plus de confort. Ce sont les grands débuts du matériel de plein air, compact et léger. Les terrains de camping se développent
pour accueillir tous ces vacanciers. Ils sont de plus en plus nombreux à troquer leur tente pour une caravane. À partir des années 50, apparaît aussi le combi Volkswagen, l'ancêtre du camping-car. Très vite, il devient le véhicule habitable le plus répandu au monde. Synonyme de liberté, il fait fureur auprès de la jeunesse hippie des années 70. C'est l'un des véhicules préférés des rétrocampeurs. Ce modèle date de 1966. Salut Johan, t'es en pleine installation. Je commence à préparer. Voilà, t'as tout le matos d'époque. Et oui, donc tu vois, t'as la petite porte pour mettre le réchaud sur la tablette. Hop, tu vois, hop. Le frigo, donc, qui est ici, qui est juste sur l'avant pour y avoir accès le plus rapidement possible. Vous avez cette petite pompe à eau qui fonctionnait à l'époque, donc comme en pompant pour vous mettre donc avec un récipient de l'eau. Après, sur le fond, vous avez cette table qui est amovible, qui se rabat sur le côté, qui vous permet de déplier la banquette du fond pour avoir accès à un clic-là, qui est donc un lit de personnes. Toujours des petites idées sympas pour gagner de la place. L'armoire qui est dans la porte. Ils ont commencé en imitant un peu ce qui se faisait dans les bateaux. Et donc, on retrouve un peu cet esprit dans tout ce qui est camping-car et caravane, quoi. Il y a une connotation voyage dès qu'on voit un combi Volkswagen. Et en plus, ici, là, on a des gens qui jouent le côté vintage à fond avec tous les accessoires et tout. Et ça fait vraiment des ensembles parfaits, quoi. Cette époque, Johan ne l'a pas connue, mais elle le séduit. Très tôt, quand même passionné par ces années rétro, de par ce qu'on voyait à la télé, de par la passion de mon papa qui était dans les voitures anciennes. Donc du coup, petit à petit, en grandissant, j'étais de plus en plus réceptif à cela. C'est un Mikado de compétition, ça. Ah là, c'est bon. Enfin, c'est concentré. Ah, ça a bougé, là. Ça a bougé, là. T'as vu? Ah, c'est génial, c'est génial. Ah, parce que là, c'est sûr que tous les gens qui sont passés là vont se dire, tiens, il faut qu'on trouve un Mikado géant comme ça. Et on se prend au jeu d'un seul coup. Tous ces objets, même les plus modestes, sont les témoins d'une époque que ces amoureux font revivre le temps d'un week-end. Ah, il y a une certaine nostalgie, bien sûr, on ne peut pas la nier. La nostalgie de notre enfance, parce qu'à l'époque où on était gamin, on avait ce genre d'objets autour de nous. Ces objets ont disparu, ils sont tombés en désuétude, et puis aujourd'hui ils ressortent et on retrouve, peut-être pas notre Madeleine de Proust, mais bon, on retrouve le souvenir d'enfance. En France, ce genre de rassemblement attire de plus en plus de monde. Ok, on y va. Je suis en deuxième, là. Oui. Bye bye. Vas-y. L'histoire de la Nationale 7, c'est aussi celle de la gastronomie. Au début du XXe siècle, de nombreux restaurateurs s'installent dans les villes qu'elles traversent. Les automobilistes, toujours plus nombreux, sont autant de clients potentiels. La mère Brasier s'installe à Lyon dès 1921. La famille Trois-Gros choisit Roanne pour créer son restaurant en 1930. C'est le début de la grande épopée des étoilés Michelin. Le guide, créé en 1900, invente un classement pour distinguer les chefs les plus talentueux. En 1933, la Pyramide à Vienne fait partie des premiers restaurants à obtenir la prestigieuse 3e étoile. Son chef, Fernand Point, est alors le maître incontesté de la gastronomie française, un des pionniers de la cuisine moderne. Fernand Point et sa femme Mado ont gardé cette 3e étoile pendant 53 ans, un record de longévité. Saint-Pierre, 7 truffes, 5 agneaux rosés et 2 pigeons, un lapin bien cuit. Patrick-Henri Roux est le successeur de Fernand Point. Ce chef doublement étoilé a repris la Pyramide il y a 25 ans.
Il prépare aujourd'hui une des recettes qui a fait la réputation du restaurant. La poularde de Bresse, truffée au foie gras et cuite en vessie. Alors ça, c'est le plat mythique que tout le monde aimerait bien manger, de toute façon. Et on va l'ouvrir devant le client. Allez, on décolle, oui. Allez. Il n'est plus à la carte désormais. Mais le chef le prépare toujours à la demande pour les clients nostalgiques. La volaille, donc truffée sous la peau et cuite en vessie. C'est l'ancêtre d'un plat sous vide, puisqu'on cuit à basse température, à l'intérieur d'une vessie, donc quasiment sous vide d'air. Elle va cuire tout doucement, donc on ne brise pas les fibres de la viande. On trouve toute l'onctuosité, la suavité. Donc c'est accompagné de tous les petits légumes de la région. Et donc on va découper ici devant tous nos hôtes. C'est important de dire qu'on a partagé quelque chose ensemble dans le même endroit. Je me souviens, c'était notre anniversaire de mariage. Voilà, on était venus entre amis, on avait quelque chose à célébrer. Et donc la sauce a été faite avec le jus de réduction de la cuisson de la volaille, qui a été légèrement crémé et émulsionné avec un petit peu de foie gras. Voilà, et servi avec un riz blanc aux truffes. Voilà, juste quelque chose de très simple, quoi. Oui, voilà, tout à fait. À volonté. Ça se passe bien pour l'instant? C'est succulent, délicieux. Ah oui. Et ça fait ressortir le métier, c'est parfait. Merci, merci. Allez, feu. Et merci de nous avoir fait ça. Allez, plateau, s'il vous plaît, en argent pour la vessie. Mais Patrick-Henri Roux propose aussi une version plus moderne de ce plat célèbre. Il remplace la poularde par un pigeon. À la place de lui mettre des truffes, du foie gras, etc., on va lui mettre quelque chose de beaucoup plus aromatique. Donc ce même pigeon, on va l'insérer, la tête la première, dans la vessie. Des feuilles de verveine. Je les froisse un petit peu pour faire sortir l'arôme. Un petit peu de thym. Pour l'assaisonnement. Alors, du sel, du vin blanc. On va lui faire un double nœud. On fait 3 tours de nœud pour éviter que l'air ne s'échappe parce qu'il y a une pression et une densité assez énorme dedans. À l'intérieur de la vessie, il y a presque autant de pression que dans un pneu. On va la poser doucement dans l'eau, tant qu'elle prenne la température, qu'on se stabilise. Il faut que le pigeon y trouve sa place. Et voilà. Voilà, on va laisser cuire doucement. Le pigeon est accompagné d'un millefeuille de pommes de terre, céleri et artichauts, avec des feuilles de salade sauvage. Aujourd'hui plus légère et plus parfumée, la cuisine de la pyramide s'est mise au goût du jour, tout en respectant son héritage. À l'époque, on disait de lui que c'était un jeune con qui voulait faire de la cuisine nouvelle. Donc quelque part, je pense qu'il avait un regard relativement acéré, et en disant je veux de l'élégance, je veux du soin, je veux de la finesse. Ses verres étaient en cristal de baccarat, il servait dans la plus belle des porcelaines, et tout ça c'est important. Je pense que oui, il serait content de faire ce qu'on fait. Il serait content de faire ce qu'on fait. C'était quelqu'un qui était en avance sur son temps, dans son époque. Dans les sous-sols se trouvent encore les souvenirs de cette prestigieuse histoire. Alors ici, on est dans la cave, on va dire, emblématique de Monsieur Point et de Madame Point. Parmi ces bouteilles, il y a de véritables trésors. Quand il a racheté le restaurant, le chef a découvert des crus exceptionnels. Ça, c'était la carte des vins de Fernand Point, donc tout en cuir énorme. Donc la cave du restaurant de la Pyramide, ça c'était dans les années 30. Et regardez l'intérieur de la carte, et il y avait la même carte que ça, uniquement pour les champagnes. À cette époque-là, vous aviez un Lafite Rothschild de 1865 pour 25 000 anciens francs. C'est-à-dire 25 000 anciens francs, ça ferait presque autant en euros maintenant, quoi. Dans la série culte, par exemple, ces mini-bouteilles sont des grands marniers. Hein, et ces bouteilles datent d'avant 1900. Et à l'intérieur de ces bouteilles, les cognacs qui étaient utilisés à l'époque avaient minimum 50 ans d'âge. Donc lorsqu'on voit cette bouteille, on la touche,
Ça veut dire que les cognacs qui sont à l'intérieur dataient de 1850. C'est un gros voyage dans le temps, quoi. C'est un gros voyage dans le temps. Et ici, on a un endroit un peu mythique qui est le... Aussi, c'est les gardiens du temple, on va appeler ça ici, où nous avons toutes ces bouteilles qui ont été conservées longtemps. Alors, ça va des Châteauneuf du Pape de 1943, qui sont de l'époque de Monsieur Point. Alors, vous voyez, ça, c'est un élixir d'apéritif, ça début 1900, qui s'appelait Oxygéné. C'est très anisé, de l'anis étoilé. Et je peux vous assurer que c'est juste sublime, quoi. On en a bu 2 verres chacun, on voyait des étoiles. Hein. On voyait des étoiles. Si on me demande quelle bouteille je boirais, si un jour j'allais mourir ou c'était le dernier jour, je boirais ce flacon avec mes meilleurs amis et les gens que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire ma famille. Ça, c'est une Marie-Jeanne de Château Lafite Rothschild 1947. C'est un millésime d'anthologie que tout dégustateur ou connaisseur de vin rêve un jour de goûter dans sa vie. Direction la Loire, aux environs de Roanne. Sur la Nationale 7, d'autres passionnés de l'histoire de la route se préparent pour un drôle de périple. Tu peux venir m'aider, Franck, s'il te plaît? Allez. Hop là. Ok, bon, hein? Ouais, encore un dernier tour, ça va. Christian Lucas et sa bande d'amis se sont rencontrés grâce au Tonton Scooter, une association de passionnés. Importé par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, le scooter, avec ses chromes et ses formes inspirées de l'aviation, devient un véritable phénomène de société dans les années 50. Pas cher et facile à conduire, il est adopté par les Européens. Vespa, Lambretta ou Bernardet sont alors des marques célèbres. Nos aînés roulaient avec ça dans les 50 pour aller bosser, pour partir en week-end, voire partir en vacances, faire la N7 et descendre à Menton. Je dis, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Si elle le faisait il y a 50 ans, on peut le faire maintenant. Moi, pourquoi j'aime ça, c'est les formes, les coloris, la richesse des constructeurs français de l'époque. Par exemple, ce Bernardet, j'aime bien l'aspect massif. Le garde-boue avant que l'on voit ici, de profil qui peut rappeler un bonnet phrygien, assez cocorico à l'époque, comme leur logo bleu-blanc-rouge. Donc il y a plein de petits trucs un petit peu franchouilles qui me plaisent sur ce scoot. Il faut avoir la petite valise d'époque tant qu'à faire, les outils plus ou moins d'époque, la machine le plus possible d'époque. Et voilà, prêt à partir. Pour les tontons scooters aussi, la Nationale 7 est un mythe. Alors tous les étés, ils s'offrent une petite virée sur un tronçon différent de la route. Cette année, leur escapade les emmène à la découverte d'une partie insolite de la Nationale. Ça suit là les potes là? Regardez comme c'est cool. T'as vu le truc là? C'est de la vague. La première partie du voyage suit le tracé de la Nationale à travers les monts du Tarare, au nord des monts du Lyonnais. À 760 mètres d'altitude, la N7 atteint son point culminant, le col du Pin-Bouchin. C'est un peu plus loin que commence la véritable excursion des tontons scooters. Aujourd'hui, la Nationale coupe au plus court, mais autrefois elle traversait tous les villages et zigzaguait dans le paysage. Christian et ses amis quittent ici l'actuelle Nationale 7 pour retrouver ces parties abandonnées de la route. On les appelle les délaissés.
anciennement la Nationale 7. On peut la voir à côté, là, à gauche, à 20 mètres. On l'allonge sur... alors on est parallèle à elle, à 20 mètres. Donc là, à gauche, la nouvelle, avec des rails de sécurité, des 4x4, des 2x2 voies. Et nous, on arrive sur des petites routes, là, il n'y a plus un chat. Des petits garages. Et en fait, c'est l'ancienne N7. Et suivez les amis, ça suit. Une superbe pub au mur, là, on voit huile Renault. Ça a dû être un beau petit garage du temps de sa splendeur. Super chouette. Et voilà, ça c'est terminé. Super. Oh, le beau panorama ici, là. On voit loin. Combien il y a eu de caravanes qui ont dû passer dans les années 50, 60, 70, là? Des caravanes Testro et non. Qui doublaient de temps en temps un Vespa, un Lambretta. Ensuite, les gens sont sympas. Ça leur rappelle peut-être des bons souvenirs. Ça attire toujours un petit capital de sympathie. Moi, j'adore ça. Et puis surtout, on passe par des endroits où on peut rouler un petit peu en faisant tranquille à son rythme. Les mécaniques ne souffrent pas. Et ils roulent comme ils ont dû rouler à l'époque, tranquille, entre 30, 40, 50. Ornière. Voilà. Elle n'a pas été bien entretenue. Il faut dire qu'avec le nombre de véhicules qu'elle doit passer, ils n'ont pas envie de s'embêter. Quand je passe à ma grande tante qui faisait Paris-Menton en Lambretta à 2 dessus plus les bagages, à l'époque, ça devait être quelque chose quand on connaît la grande tante. Mais pour eux, c'était pas loin d'être un exploit. C'était simplement, ils n'avaient que ça pour circuler parce que la voiture était encore trop chère. À l'époque, il fallait 3 ou 4 jours pour arriver jusqu'à la mer en scooter. La route de légende suit ici aussi une partie du tracé de la route royale créée au XIIIe siècle pour relier Paris à la Méditerranée. En fin de journée, l'escapade se termine au sommet de cette colline entre Roanne et Saint-Étienne. Avec cette vue sur les monts du Forez. Vous avez vu un peu l'horizon à cette heure-là? Ah ouais, la lumière est belle. Bon, on voit loin, hein. C'est superbe. Je serais curieux de savoir à combien de kilomètres on voit d'ici, là. Ça porte, hein? Oh là 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 là. Magnifique. C'est la meilleure lumière à cette heure-ci. L'année prochaine, les tontons scooters exploreront une autre route des vacances, dans une autre région de France. On est vraiment les seuls au monde là-dessus. Hein. Ouais. Aujourd'hui, personne. Hein. Je ne ferais bien que ça. Ouais. Rouler. S'il vous plaît. Super. Dans les années 50, avec le trafic qui s'intensifie, c'est toute une économie qui se met en place sur les routes nationales. À l'époque, les automobilistes doivent s'arrêter environ tous les 200 km pour faire le plein et refroidir les moteurs. Au cœur des années 60, la France compte des dizaines de milliers de stations-service. Les marques de carburant rivalisent d'imagination pour attirer les clients. Le style architectural s'inspire souvent des États-Unis.
C'est ainsi que le concept regroupant station-service, snack-bar et motel se développe le long de la nationale. Aujourd'hui, ces icônes d'une époque ont presque toutes disparu. Comme cette station d'après-guerre, détruite en 2009. Il reste d'autres témoins de cette époque. Sur une autre route des vacances, la Nationale 10, un passionné cherche à les retrouver. La route relie Paris au Pays Basque, en passant par Tours, Poitiers et Bordeaux. C'est sur le chemin, en Charente, que nous suivons Marc Combier. Il est à la recherche de murs peints, ces anciennes publicités murales qui ornaient les façades des maisons. Il prépare un livre de photographie qui retrace cette partie de l'histoire de la route. J'ai toujours été très fasciné par l'écriture, dont j'ai une formation d'imprimeur, d'éditeur et donc un peu de typographe. Et quand on voit des lettres comme ça, pour nous surdimensionnées et géantes, il y a une espèce de fascination pour la lettre. Ce qui me plaît, c'est le fait de voir ces implantations de lettres qui sont sur vraiment des surfaces inutiles, puisque ce sont des pignons de bâtiments souvent aveugles. Donc ça animait quand même l'espace. Les loueurs recherchaient plus particulièrement les pignons qui étaient en face de la route, à gauche et de face. Et on s'aperçoit que quand on descend la Nationale 10, ils sont plus nombreux à être pour les touristes qui descendent en vacances, pour ceux qui remontent. Les publicités murales apparaissent dès la fin du 19e siècle. Le développement des transports incite les commerçants à se faire connaître sur les routes. Les murs peints, avec leur format géant, offrent un impact très puissant. Dans les années 20, c'est le début de la publicité moderne. Les marques développent leurs logos, des dessins très graphiques, faciles à mémoriser. À l'ère de l'automobile, les maisons au bord des routes nationales sont extrêmement prisées. Les grandes marques sont partout pour séduire les automobilistes toujours plus nombreux. Ouais, alors ça c'est une enseigne de restaurant. Alors d'ici, on voit bien le mur là. C'est fait pour, puisqu'il faut que ce soit une publicité pour le routier. C'est typiquement les enseignes d'autrefois, le relais écrit en écriture gothique. C'est les années 50, hein. C'est vraiment pour dire l'archétype d'une certaine époque où vraiment les gens adoraient cette lettre gothique pour les enseignes. À la sortie d'un village, Marc découvre un mur qui l'intrigue. Cette publicité Schneider, elle est intéressante parce que non seulement elle est Schneider, mais elle est aussi, à mon avis, je suis presque sûr qu'on voit une ancienne publicité sécurité, sobriété. Ça a été toute une campagne publicitaire pendant les années 70. C'est comme si c'était un verre jaune, là, un verre à boire. Donc, vous voyez. Et puis, il y en a un deuxième verre, là. Et donc, cette publicité qui était autrefois, on la regardait à peine, elle devient, sur le plan des matières, vous voyez, la matière de la couleur, elle devient très intéressante. Et moi, je trouve ça vraiment des œuvres graphiques, pratiquement maintenant, parce que la matière est en train d'évoluer. Le temps a fait finalement, a transformé ces peintures, qui étaient des peintures tout à fait classiques et ordinaires, avec des nuances qui n'étaient pas du tout prévues à l'origine. Ces peintures superposées, on appelle cela un palimpseste. Ça vous plaît? Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est vraiment le... J'ai jamais vu une publicité Renault comme ça. Hein. Les publicités Renault, il y en a beaucoup d'huile Renault, mais là, avec ces couleurs, avec ce bidon, ce collage, dans l'axe, il est presque sans déformation, là, comme ça.
avec le R qui est une espèce de symbole Renault, mais que je ne connaissais pas non plus. C'est une espèce de logo un peu à la Superman. Alors il y avait quand même en autre l'huile Renault en dessous, qui réapparaît. On voit bien là, là l'effet de palimpseste, on le voit là. Les panneaux comme ça ils devaient être faits en une journée. Vous voyez, faire ça un travail en une journée comme ça. On voit il y a un travail sur la lettre qui est vraiment formidable, parce qu'il a une lettre qui suit l'arrondi, donc il y a un vrai travail d'approche de la lettre. Et puis, c'est un grand mur, il est imposant. Donc, il a fallu l'installer, il a fallu mettre toutes ces couleurs. C'est un travail vraiment d'un vrai artisan qui connaissait bien son métier, quoi. Au fil des années, les murs peints évoluent avec la publicité. À l'intérieur d'un garage, Marc découvre une peinture très caractéristique de ces changements. Oh, formidable, avec vraiment une publicité d'époque. Hein. Ça, c'est les années 70, je pense. Et je me rappelle bien ces espèces de prises de vue au grand angle. Vous voyez, on imagine, c'est l'hyper grand angle de la photographie. C'est comme si on était à l'arrière de la voiture, et pour voir sa structure, l'illustrateur avait imaginé un point de vue photographique, quoi, en contre-plongée et au grand angle. C'est vraiment unique. Hein. Ah, le skieur est génial. Moi, ce que j'aime aussi, c'est l'ensemble de l'intégration du bleu et du jaune dans toute cette mécanique un petit peu là. Ouais, les nœuds qui sont là, tout ça, ça participe. C'est un univers. Il y a des odeurs, il y a des souvenirs, il y a de la route, quoi. Nous retrouvons le rallye de Thierry sur la Nationale 7 dans la vallée du Rhône. Le convoi arrive à Montélimar. La ville est surplombée par le château des Adhémar. Construit au XIIe siècle, c'est l'un des rares exemples de palais résidentiels d'époque romane. À bord de leur DS, Thierry et Sophie arrivent enfin dans le Midi. Ce sont les seuls moments où on entend si bien les cigales. Et là, on sent qu'on est vraiment dans le sud. C'est très, très agréable. La première étape du jour sera courte. À peine 60 km pour rallier Orange dans le Vaucluse. Orange est quand même une étape emblématique parce qu'il y a l'Arc de Triomphe qui est vraiment le monument le plus ancien sur la Nationale 7 et même le plus emblématique. Puis bon, là, on est vraiment dans le Midi, quoi. Les cigales, le soleil, on est en plein dedans, donc on a quand même envie de s'arrêter. La N7, elle passe ici depuis plus de 2000 ans, puisque c'était la voie romaine. Et puis depuis le 19e siècle, elle fait le tour de l'Arc de Triomphe. On ne passe plus au milieu. Jamais, quoi qu'on vous dise, une voiture est passée au milieu. L'Arc de Triomphe d'Orange a été érigé au début du 1er siècle pour célébrer une victoire romaine. Il marque l'entrée sur la Via Agrippa, un réseau de voies qui partait de Lyon pour relier les grandes cités de la Gaule. Orange est la seule ville du sud de la France où la Nationale 7 n'a pas été déviée. Alors pour le rallye, la photo souvenir est un rituel. T'en fais encore une.
On s'y remet. S'arrêter à l'Arc de Triomphe d'Orange et faire quelques photos fait partie des étapes incontournables en fait. On se doit de faire une photo quand on vient à Orange. Alors on en a un certain nombre, mais il faut encore en faire une autre. Bon, s'il vous plaît, 1 minute d'attention, c'est bon. Direction Piolinc maintenant pour le déjeuner. En route. Oui, chef. Bien, chef. Allez, en route. Les vacanciers quittent Orange et son théâtre antique. Ils poursuivent vers Avignon, l'une des rares villes françaises à avoir conservé quasi intact son centre historique, avec le Palais des Papes et son célèbre pont. Le rallye arrive aux portes de la Provence. À l'époque, le voyage prenait 2 à 3 jours dans des conditions bien plus difficiles que maintenant. Le réseau routier était quand même en moins bon état qu'aujourd'hui, de moins bonne qualité. Quand il faisait des températures chaudes comme aujourd'hui, où on dépasse les 32-33 degrés, il y avait vraiment le goudron qui ressortait des routes, qui collait partout, qui en projetait sur les voitures. C'est vrai que les conditions étaient différentes. Je pense que des gens ont eu bien chaud, des enfants ont bien dû pleurer. Mais moi, j'imagine que c'était dans l'excitation du voyage. Sur la route, les vacanciers rencontraient souvent une autre galère de l'époque, les embouteillages. Le village de Tourves, dans le Var, était l'un des célèbres points noirs de la route. Dans ce virage très étroit, au centre-ville, les vacanciers qui partaient croisaient ceux qui revenaient, causant des bouchons mémorables. Des centaines d'amoureux s'amusent tous les 2 ans à y recréer un embouteillage. Parmi eux, Xavier Horry, qui habite Farnay dans la Loire. Cet amoureux des voitures anciennes possède une impressionnante collection. Ce triporteur des années 70 est la nouvelle tocade de Xavier, qui a maintenant une 40aine de véhicules. On va rendre visite à mes petits trésors. Alors, il y en a qui diront à mes enfants. Ah bon, voilà, bon, c'est mes jouets. C'est juste la taille de l'étagère qui change. Dans cette caverne d'Ali Baba, Xavier conserve une partie de sa collection. C'est la première auto que j'ai eue, ça. J'y tiens comme un prunelle de mes yeux. Ça, c'est typique des premières séries de 2 chevaux. Les nervures comme ça. Après, il n'y a plus que 5 nervures. Et les portes à l'envers, évidemment. Avec le gadget qui fait à tout le monde. Les essuie-glaces à la main. Alors, ils ne sont pas vraiment à la main. On peut les faire marcher à la main, mais ils marchent sur le compteur de vitesse. C'est-à-dire que pour aller vite, il faut y voir clair, mais pour y voir clair, il faut aller vite. Et d'où la possibilité de les faire marcher à la main en cas de gros orage. Et grand luxe de l'époque, la climatisation, air pulsé direct, sans les moustiques, parce qu'il y a quand même une grille de protection. C'est quelque chose qui est fait à moindre coût, mais bien conçu. Dans les années 50, la 2 chevaux était destinée aux classes moyennes d'origine rurale. Elle devait supplanter le cheval dans les campagnes de la France de l'après-guerre. De fait, elle est devenue l'icône d'une époque. Xavier a aussi une Juve A4, un camion militaire
Et même cette ambulance qu'il a trouvée il y a un an. C'est une 404 de 1967 qui a 17 000 km d'origine, qui est toute neuve. Elle a même son brancard. Hop, tout est dedans. C'est une ambulance qui a peu servi, mais c'est une ambulance. Et puis un véhicule un peu plus spécial, puisque j'ai un corbillard, qui est arrivé là un petit peu par un concours de circonstances. Personne n'en veut, moi j'aime bien les véhicules originaux, donc je l'ai rapatrié il y a très peu de temps. Petit détail quand même, ils viennent de Nogent-sur-Seine. Et j'ai trouvé dedans les clés de la morgue de Nogent. Xavier aime offrir une seconde vie à ses voitures. Mais c'est tout aussi l'ambiance de l'époque qu'il essaye de retrouver. Au fil des années, il a accumulé chez lui tout ce qu'on pouvait trouver dans une boutique des années 50. Une passion pour les objets qui a commencé il y a 10 ans quand il a vidé une maison de famille en Franche-Comté. Dans les maisons comtoises, tu avais toujours un placard à côté de la cheminée. Et en ouvrant les placards, j'ai trouvé ça. Donc après, j'ai fait toutes les maisons du village. À un moment donné, j'ai trouvé une petite partie. Et c'est de là qu'est venue l'idée de collectionner tout ça et de le mettre en scène. Les marques valent le détour, puisque c'est des produits... Voilà, la cire, par exemple, s'appelle Cire Mieux. Ou alors Eclipse, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Nous avons, par exemple, le persil, ça c'est classique. Les pâtes Délices, on peut supposer qu'elles sont bonnes. Les petits Suisses, l'excellent. Toujours des noms qui... Ah, la tondeuse, voilà, par exemple, ça c'est une tondeuse à cheveux, ancienne. La marque, c'est Kiton. Voilà, tous les produits, les mèches de soufre, c'est Volcan. Tous les produits ont des noms évocateurs, c'est ce qui me plaît. Plus qu'une collection, ces objets sont pour lui un patrimoine culturel. Je les aime parce qu'ils ont une âme, comme le reste. Et puis, c'est toute une époque qui, au dire des gens, était une bonne époque. Et j'aime bien surtout procurer du bonheur aux gens. Quel que soit les véhicules, que ce soit ça, il y a des gens qui ont une émotion presque énorme, j'allais dire. Une fois, j'ai vu une dame pleurer en voyant des vieux produits qui lui rappelaient sa jeunesse, qui lui rappelaient son père, qui lui rappelaient plein de choses. Et c'est vrai que ce côté-là, ça compte aussi beaucoup. Quelques semaines plus tard, c'est le jour du grand embouteillage à Tourves. Allez, allons nous habiller. Xavier s'apprête à rejoindre les autres passionnés qui vont recréer le bouchon célèbre. Là, on va prendre la tenue du gendarme des années 65-70, avec la vareuse beige, typique de ces années-là, tenue d'été, les tenues d'époque. Hop. Et le képi. 2 doigts le képi, toujours. C'est une Juva 4 de 1948, équipée pour le secours routier. Donc il y a entre autres en équipement principal le brancard pour ramasser un blessé, pas trop blessé, mais disons quelqu'un qui aurait pu se faire un peu mal. Une trousse à outils, un jerrycan d'essence pour dépanner, la trousse de secours d'époque, gendarmerie nationale, années 50, avec le minimum vital, c'est-à-dire par exemple du coton, des pansements, des attelles. Alors c'était des soins relativement simples. Hop, on va fermer. Bonjour, vous traversez Tours ? Ils sont environ 400 aujourd'hui à se préparer à revivre le cauchemar des vacanciers des 30 Glorieuses. C'est Thierry Dubois qui organise la manifestation. On a 2 heures, le village est à nous, il est exactement dans la même configuration que dans les années 60. Vous affolez pas, tout le monde aura son embouteillage. Voilà, bonne journée à tous, et puis à tout à l'heure. Amusez-vous bien.
Les voitures se dirigent toutes vers le centre du village. Et très vite, c'est l'affluence. Ah, ça commence déjà à coincer. On a pas d'avoir des grosses voitures comme ça. Hein. Voilà, là ça commence à ressembler à des départs en vacances des années 60. Oui, ça devient sympa. Allez, il faut mettre de l'ordre un petit peu à tout ça. Oui, ça on n'a pas le droit. J'ai écouté Bison flûter, il s'est trompé. Heureusement, on vient de la mer, elle était excellente. On aimerait y retourner quand même. Parce que là, il fait vraiment chaud. Ça se passe bien. Quel content d'être venu. La voiture chauffe pas. C'est des petits villages ancestraux qui n'avaient jamais été conçus pour l'automobile. Ils ont vu arriver dans les années 50 et 60 des hordes de voitures et puis il a fallu s'adapter. C'est-à-dire que jusqu'en 1968, tout le trafic de la N7 passait dans cette petite rue. Il fallait compter des fois 3 heures pour traverser le village. C'est vrai que c'était assez infernal. Mais bon, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que les gens le font avec le sourire et avec plaisir. Quoi qu'à l'époque, ils n'avaient pas le choix. Donc, ils arrivaient sur leur lieu de vacances et ça faisait partie des dernières épreuves, la traversée des villages du Var, avant de pouvoir s'arrêter. Ce qui était un véritable enfer devient aujourd'hui un spectacle apprécié. Bougez ton saucisson, là! C'est bien agréable. Et puis c'est surtout, on retrouve l'ambiance de ces années-là. Et là, on plonge 50 ans en arrière. C'est ça le plaisir. C'est le vrai bazar! Roule, roule! Avec l'augmentation du trafic, l'histoire des routes des vacances se confond avec celle des embouteillages. À la fin des années 60, ils deviennent de plus en plus impressionnants. Le samedi 2 août 1975, la France compte 600 km de bouchons. La nationale 10, notamment, est saturée sur 200 km, un quart de sa longueur. Ce jour-là, 60 000 voitures restent à l'arrêt pendant des heures. Cet embouteillage record est à l'origine de la création de Bison Futé, l'organisme chargé d'informer les automobilistes et de leur conseiller des itinéraires bis. C'est sur l'un de ces itinéraires bis dans le sud-ouest de la France que nous retrouvons Marc Combier, notre amateur de mûre-pain. Saint-André-de-Cubzac. Il est en compagnie de son ami Christian Magdelaine, qui a longtemps guidé les automobilistes lors de ses points route sur France Inter. Les itinéraires bis conseillés que nous donnions à la radio étaient bien sûr calibrés. Tout avait été bien étudié. Des relevés avaient été pratiqués par des motards, des gens de la gendarmerie, de la police, de l'équipement. Ils avaient fait beaucoup de travail en amont pour repérer ces itinéraires bis, ensuite les flécher le plus correctement possible. Et on peut dire que ces itinéraires bis étaient venus des routes vraiment très confortables au plan de la signalisation. On ne pouvait pratiquement pas se perdre. Cette route les mène à Blaye, où ils vont prendre le bac pour traverser la Gironde. L'intérêt de ces itinéraires bis, c'était de donner l'amour des régions, l'envie de découvrir. Et il s'était instauré un petit peu entre les journalistes à la radio et les automobilistes, les auditeurs, une forme de chaleur, de contact. C'était gagné quand l'automobiliste, le voyageur, avait l'impression
que le commentateur était à côté de lui dans la voiture, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc là, c'était vraiment gagné. L'automobiliste se sentait en confiance. C'était ça aussi. C'était pas seulement le sortir des bouchons, c'était lui donner de l'agrément, lui rendre la route plus sympathique, lui faire découvrir des coins originaux, des paysages, des sites, des vues, des endroits où d'habitude on ne va pas. On évitait ainsi toute l'agglomération. On voyait de beaux paysages, on voyait de la vigne, Côte de Bourg, Côte de Blaye. On prenait le bateau et on atteignait la rive sud, l'autre vignoble, les grands vignobles et les Landes, plus loin. Et ça faisait rêver tout ça pour les gens qui venaient du Nord. Et en plus, on traversait le fleuve vraiment dans un... L'embouchure. Ah oui, l'embouchure, vraiment dans des conditions formidables. C'est une croisière de 30 minutes, mais qui était vraiment mémorable. Sur la rive droite de la Gironde, la ville de Blaye a toujours été un lieu de passage important. Dominée par sa citadelle du XVIIe siècle, elle occupe une position stratégique pour traverser l'estuaire. Depuis 1930, le bac permet aux automobilistes de passer sur la rive gauche et rejoindre le Médoc. Aujourd'hui encore, pendant l'été, des centaines de vacanciers l'empruntent chaque jour. Les vacances commencent quand ils arrivent sur la file d'attente du bac, puisqu'ils attendent peut-être 2 heures, mais au moins ils ne sont pas bloqués sur l'autoroute à un péage ou sur la rocade de Bordeaux. Le bac, c'est les vacances, l'aventure. Voilà, c'est le début des vacances. C'est une vue imprenable, imprenable. Suivant la marée, la traversée va durer entre 15 minutes et une demi-heure. C'est l'occasion de découvrir un panorama exceptionnel. Il y a une île qui n'existait pas il y a 20 ans là. Ah oui. Devant vous là. Ah, celle-ci là-bas. Il y avait une île au milieu qui n'existait pas il y a 20 ans. Les bancs de sable se déplacent ici tout le temps. Bancs de sable, bancs de vase qui se déplacent en permanence. Et donc il faut naviguer, bien connaître et bien prendre les repères aux grandes basses mers pour suivre l'évolution des bancs de sable et attraper les bons passages. Ah, c'est magnifique. On voit bien les niveaux de sable extra ras là. Et à une époque, vous voyez la pointe de l'île là. Ouais. Il y avait un trou, le banc de sable est là tout le long. Il y avait un trou juste à la pointe de l'île. Et quelle que soit la marée, on passait par le trou. Donc on passait là, on passait dans le trou. Et le trou, il faisait 30 mètres de large. Ça raccourcissait le... Ah ben oui, ça, cette année-là, on travaillait très facilement, oui. Très très facilement. Et il a disparu. Et il s'est rebouché. Il s'est creusé tout seul et il s'est rebouché tout seul. Ces mouvements incessants ont façonné un paysage étonnant, avec les 7 îles que compte l'estuaire. Celle de Patiras est l'une des plus anciennes. La traversée permet d'approcher l'île Patay. Et son fort, construit en même temps que la citadelle. De l'autre côté, c'est le Médoc et ses vignobles prestigieux. Je l'avais jamais pris, c'est une première. Impressionnant. Et on voit bien d'ailleurs, les gens sont complètement attentifs, hein, ils sont vraiment passionnés par la traversée. Ils ne sont pas à l'intérieur des cabines. Ah oui, c'est un spectacle. « 200 km plus au sud, c'est le Pays basque. À 2 pas de la frontière espagnole, entre Ciboure et Hendaye, la route de la Corniche est aussi un itinéraire bis très apprécié par les vacanciers. C'est le terrain de jeu d'un enfant du pays, un motard amoureux de ses paysages.
Jacques Lafont vit à Saint-Jean-de-Luz, aux portes de cet espace naturel. Je prends très souvent cette route pour aller de l'autre côté de la frontière. À chaque fois, le charme opère. C'est une route assez sympathique dans la mesure où c'est un espace extraordinairement bien préservé. Nous avons sur notre droite donc l'Atlantique. Nous sommes donc à flanc de falaise ici. Et à gauche, nous avons une vue sur les coteaux du Pays Basque, l'intérieur du Pays Basque, avec la Rune que l'on distingue bien, 900 et quelques mètres. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un magnifique soleil. Mais c'est aussi sympa de la parcourir quand les éléments sont un peu déchaînés. Il y a un côté très romantique dans ces falaises-là abruptes. Ces falaises sont faites de sédiments marins soulevés lors de la formation des Pyrénées. Les couches se sont retournées sous la pression, formant cette côte si particulière. C'est un vrai plaisir de rouler sur les routes ici du Pays Basque en moto. On privilégie la lenteur, le bonheur est dans la lenteur. Ça nous permet de... On a une approche très sensuelle de la nature. À ces vitesses-là, on ressent bien les choses. Moi, il m'est souvent arrivé de sentir, sans les voir, des points d'eau quand je me balade à l'intérieur du Pays Basque. Et ce qui est assez remarquable, alors moi je suis natif d'ici, et je pensais bien connaître le Pays Basque, mais à vrai dire, je le redécouvre avec cette moto, puisque le plaisir est de choisir des petites routes, lentement, tranquillement. On a de très belles courbes, de très beaux virages. Et en moto, c'est un réel plaisir. Et puis, ça reste lié aussi un peu à l'esprit des vacances, puisque c'est la route qui nous mène à la frontière. Ce sont toujours 7 km de bonheur pour Jacques quand il emprunte cette route pour se rendre en Espagne. La beauté du lieu en fait un des sites touristiques les plus fréquentés de la côte basque. Biarritz, la perle du Pays basque. La ville est très représentative de l'architecture de type balnéaire, qui s'est développée à la fin du 19e siècle, quand les vacances à la mer sont devenues à la mode. Pierre-Jean Arté-Lasserre est architecte. Il a participé à l'inventaire des demeures remarquables de Biarritz il y a 20 ans. Plus de 200 d'entre elles sont ainsi protégées depuis. Il nous montre l'une des plus grandes de ces maisons, la Villa Le Cap, construite autour de 1900. C'est une maison effectivement typique de Biarritz, ou plutôt typique de l'architecture balnéaire qu'on retrouve sur toute la côte atlantique. Maison de style éclectique, fin 19e siècle, début 20e siècle, où on combine des matériaux très solides, de la pierre locale très résistante aux intempéries, avec des jeux de charpente, d'avant-toit peints qui viennent égayer l'ensemble, et aussi des jeux de tuiles qui étaient souvent vernissés à l'époque, qui amenaient de la couleur et de la gaieté dans ces ensembles, dans ces très grandes maisons. Cette architecture balnéaire mélange un peu tous les styles, ce qui donne à la ville un aspect très varié. Mais l'engouement des vacanciers a favorisé l'émergence d'un style particulier à la région. Le néo-basque. Pierre-Jean nous emmène dans l'arrière-pays, à côté d'Urugne,
pour découvrir l'un de ses plus beaux exemples. La villa Mendiška, construite en 1911. Avant tout, ici, en arrivant sur le site, avant la maison, c'est le paysage qui frappe. On n'a pas l'impression d'être monté en altitude et on se retrouve avec un paysage extraordinaire. On est tout de suite happé par ce paysage, cette vue. Donc là, on voit bien que toute la maison est organisée par rapport à ce paysage, par rapport à cette vue. Elle est caractéristique de ces grandes villas de vacances faites pour des familles parisiennes qui venaient en vacances ici au Pays Basque et qui cherchaient à profiter de ce pays et à s'y intégrer, entre guillemets, en reprenant les codes de l'architecture locale, avec ses façades à pans de bois, mais en les réinterprétant totalement. On a beaucoup d'éléments décoratifs. Les petits triangles en partie haute servaient autrefois à ventiler des combles et des fermes. Là, il n'y a plus question, ce sont factices. Les éléments de ferronnerie correspondent aussi à des tirants qui sont normalement pour consolider la maison. Mais là, ils sont dans le sens opposé à leur réalité structurelle. Donc, c'est vraiment des éléments de décor. On a aussi ces linteaux qui sont sculptés. C'est un motif qu'on retrouve beaucoup dans les églises de tous les villages de la région. On a les balcons avec ce type de garde-corps, ces grands balcons qui agrémentent les façades est des fermes, qui servaient autrefois pour faire un usage agricole, faire sécher des piments ou du maïs, et qui là permet de profiter de la vue. Dans le sud-est, au cœur du massif de l'Estérel, nous retrouvons le rallye de Thierry Dubois. C'est sur ces hauteurs que l'on peut apercevoir la mer pour la première fois quand on emprunte la Nationale 7. C'est l'un des endroits les plus sauvages traversés par la célèbre route. Mais aussi une épreuve pour les voitures anciennes qui viennent de parcourir plus de 600 km. C'est un endroit extraordinaire, hein. Il y avait 183 virages, c'est tous ces rochers rouges, le ciel bleu, la végétation verte. C'est une sorte de récompense au niveau esthétique quand on a fait toute la Nationale 7. Puis il y a le côté, c'est vrai, dans les années 60, où c'était la seule voie pour passer de l'autre côté, vers la Côte d'Azur. La N7 passe par là parce qu'elle n'a pas le choix. C'est un massif qui barre la route, il fallait passer au-dessus. Pour les voitures des années 60, c'était vraiment l'ultime épreuve, hein. Et quand il fait des chaleurs comme aujourd'hui et que ça bouchonne complètement, puisqu'il ne faut pas oublier que tout le trafic passait par là, poids lourds, caravanes, etc., c'était une file ininterrompue et c'était vraiment pénible. Et c'est pour ça que ce sera la première section de la Nationale 7 qui sera remplacée par une autoroute dès 1960. La première autoroute à péage de France, d'ailleurs. Ce qui est magique, c'est qu'à chaque virage, on se demande ce que l'on va voir. Donc c'est toujours une découverte, une redécouverte. Et ça change aussi de l'agitation de la côte. Là, on se retrouve au calme, dans la nature et dans des paysages vraiment authentiques. Et on voit la mer aussi là-bas. Entre Fréjus et Saint-Raphaël, le massif de l'Estérel se jette dans la mer. Les falaises rouges du pic du Cap-Roux dominent la baie, à plus de 400 mètres. Une route permet de découvrir ce panorama exceptionnel. La Corniche d'Or, construite au début du siècle. Elle fut un temps classée Nationale 7.
Mais trop étroite, elle n'a pas pu supporter le flot de vacanciers. La nationale est donc passée dans les hauteurs de l'Estérel. Une trentaine de kilomètres plus loin, le rallye arrive sur la Grande Corniche qui relie Nice à Menton. Moi, je la connais bien et c'est toujours un enchantement de la partager avec les autres. Et puis on se sent un peu comme une bande d'adolescents, hein, sur la route. De jeunes gens. De jeunes gens, voilà. Là, on est sur notre vaisseau de la route. Ouais. On glisse au-dessus de la mer. On est à 500 mètres au-dessus de la mer. Et moi, je suis Grace Kelly. Voilà, Voilà, ici. la main au collet. Ça, s'il y a un film hommage à la Grande Corniche, c'est La main au collet avec Grace Kelly. C'est un coin béni des dieux. C'est une seconde jeunesse pour ces vieilles voitures. On les a sorties de leur torpeur, on les a retapées, réparées, préparées, et puis elles ont affronté les kilomètres sans souci. Elles sont toutes là aujourd'hui. Le rallye se termine toujours ici, sur cette route historique. En avril 1796, Napoléon, qui part pour les campagnes d'Italie, va mettre une journée pour aller de Nice à Menton en suivant ce qui reste de l'ancienne voie romaine. Il va s'arrêter à la Turbie à midi, puis c'est là qu'il va se dire qu'il va falloir faire une route. Et c'est une fois parvenu au pouvoir qu'il décide la construction de la Grande Corniche. Aménagée entre 1804 et 1814, elle est creusée très en hauteur pour échapper aux bombardements des flottes ennemies. Elle constitue alors un énorme progrès, car aucune route n'avait jamais été construite entre Nice et l'Italie par peur des invasions. Accrochée à la montagne, Èze est l'un des nombreux villages perchés de la route. Son église de style néoclassique date du XVIIIe siècle. Plus loin, il faut quitter la nationale pour découvrir le village de Sainte-Agnès. Perché sur un piton rocheux à 800 mètres d'altitude, c'est l'un des plus hauts du littoral. Il est dominé par cette ancienne forteresse du Xe siècle. Et c'est l'arrivée à Menton. La basilique Saint-Michel de l'Archange, l'un des joyaux de l'architecture baroque du XVIIe siècle, est au cœur du centre historique. C'est sur le port que les amis de Thierry ont choisi de finir le voyage. Là, on peut pas aller plus loin. Presque triste d'arriver déjà. Mais bon, un panorama pareil, ça vaut le coup. Hein. C'est super beau, Ouais, là, c'est beau. Menton. C'est toujours aussi mythique et aussi... Enfin, c'est le rêve. C'est le rêve du bout des voyages que d'arriver à Menton et d'avoir cette vue dont on ne se lasse absolument pas.